Jérôme Duboucher, bonjour, vous êtes responsable aviation France de transport et environnement. Mathilde Raymond, vous êtes CSR et Environment Manager d'ATR. Excusez-moi pour mon accent. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, classiquement, pour comprendre qui vous êtes, vous allez nous décrire votre activité. Mathilde, chez ATR, vous faites quoi? Dans le micro. Faites comme moi, à la limite, collez-le là qu'on vous entende bien. Très bien. Donc, merci pour cette invitation. Tout d'abord, je voudrais présenter rapidement ATR et qu'est-ce que c'est l'aviation régionale. ATR, on est le numéro 1 de l'aviation régionale. On est une entreprise qui est un GIE entre Airbus et Leonardo, 50-50 pour les deux géants de l'aéronautique. Et on est basé à Blagnac, Toulouse, 1400 personnes, et on fabrique des turbopropulseurs. Ce sont des avions qui, grâce à la technologie de l'hélice, permettent d'avoir une consommation la plus faible en termes de consommation de carburant et donc d'émissions carbone. Et l'aviation régionale, pour vous donner une idée, ce sont des courts trajets, environ 1 heure sur 500-600 km. Et la particularité des ATR, c'est qu'elle permet de connecter les territoires, les populations les plus reculées. On peut atterrir et décoller dans des environnements très sévères. Et un chiffre que j'aime bien donner, c'est 40%. 40% des opérateurs qui utilisent des ATR le font pour des services essentiels. Par exemple, pour apporter l'éducation, la santé ou encore même de la culture à ces populations qui sont les plus reculées. On a le temps et le loisir d'approfondir justement la position d'ATR par rapport au SAF. Peut-être décrire en quelques mots, Jérôme, ce qu'est transport et environnement. C'est une ONG. Ne frémissez pas, tout va bien. C'est une ONG cool. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger dans un cadre très industriel. Transport et environnement, c'est une ONG qui existe depuis plus de 30 ans à Bruxelles, auprès des institutions européennes, pour conseiller les décideurs politiques sur les décisions à prendre pour la décarbonation des moyens de transport, la route, le maritime, mais également l'aérien. C'est une ONG qui a une ADN un peu particulière, qui est à mi-chemin entre le think tank et l'ONG, parce qu'on a une grosse part de nos équipes qui sont des analystes, qui nous aident à produire des rapports basés sur des données, sur la science. Donc on produit de l'expertise qu'on va ensuite distiller auprès des décideurs. Et on a aussi cette casquette plus d'ONG pour alerter les pouvoirs publics quand il y a quelque chose qui est problématique. Moi, je suis responsable aviation en France, donc depuis 4 ans, on a des bureaux dans certains États membres pour accompagner la mise en œuvre du Green Deal qui a été voté les années précédentes. Maintenant, l'enjeu stratégique, c'est leur mise en œuvre. Vous me disiez, quand on a échangé en amont de cette table, que vous avez une culture bruxelloise du compromis. C'est quoi ça? Oui, exactement. Donc ça se rapproche de cet ADN qui est le fait de produire de l'expertise et ensuite de la porter auprès des décideurs. Notre mode d'action n'est pas de faire des grandes campagnes médiatiques, de communication pour dénoncer quelque chose, mais plus de construire une expertise pour essayer de trouver des solutions avec les industriels. Et donc notre niveau d'engagement, le créneau où on se trouve, c'est dans le spectre des discussions qui sont en cours ou à venir dans les textes réglementaires au niveau européen et national. Donc ça fait que c'est une culture du compromis, c'est-à-dire on ne va pas demander l'impossible, on essaye de demander le un peu mieux. Vous dites que la décarbonation aérienne nécessite l'actionnement d'un ensemble de leviers. Donnez-nous des précisions par rapport à... Oui, le titre de notre table ronde aujourd'hui porte sur les carburants d'aviation durable. Et effectivement, c'est une pièce centrale de l'édifice de la décarbonation de l'aérien. Mais je pense que c'est important de parler d'un ensemble de leviers à actionner en même temps pour avoir une cohérence d'ensemble. Parce que les carburants alternatifs ne sont durables que s'ils sont pris dans un ensemble plus grand de réglementations cohérentes. Si on met tout en œuvre pour produire des carburants alternatifs et que le reste des solutions ne suit pas, est-ce qu'on peut encore dire que ces carburants sont durables? Je ne pense pas. En fait, ils sont durables que s'ils sont utilisés dans un cadre réglementaire cohérent. On aura le loisir de revenir. Alors, ATR et les SAF, vous en êtes où? Alors, c'est une vaste question. C'est un peu direct, excusez-moi. C'est très direct. Les SAF, comment le dire? Donc nous, on
fin 2021, on s'est engagé dans le net zéro en 2050, comme un grand nombre d'acteurs de l'aéronautique. On a bâti une stratégie bas carbone, on a identifié nos objectifs de réduction qui ont été certifiés l'année dernière par le SBTi. Et on a un objectif donc de réduction pour le fameux Scope 1 et 2 qui correspond aux émissions internes de nos activités propres. Et notamment dans ces activités, on va retrouver des émissions qui sont dues en grande partie par nos vols internes, nos vols qu'on fait pour nos flight tests. Et donc là, dès l'année dernière, on a introduit du SAF dans nos opérations internes pour diminuer nos émissions. Ça permet de faire des actions pour développer la filière locale du SAF sur la base toulousaine, en partenariat bien sûr avec Airbus et les énergéticiens. On a atteint 10% de SAF l'année dernière. Cette année, on a un objectif de 16% et cet objectif va croître d'année en année jusqu'en 2030. Alors, le souci, c'est qu'il y a une problématique d'offre et de demande. Vous travaillez en collaboration, vous essayez de montrer l'exemple pour développer la filière, parce finalement, il n'y en a pas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il n'y en a pas assez, ni pour l'aéro, ni pour les autres secteurs. Non, c'est ce qu'on connaît, c'est un des challenges à relever pour le secteur de l'aéronautique, mais pas que. C'est d'accroître la production de SAF. Et pour ça, on est persuadé que ça ne sera pas seulement ATR, seulement les constructeurs, ça va être tout l'ensemble, tout l'écosystème lié au SAF qui doivent travailler ensemble, collaborer pour développer la filière, développer l'accès au SAF, même les pouvoirs publics pour faciliter le financement, faciliter avec les régulations pour encadrer toute cette filière. Par exemple, vous disiez, c'est l'essence même d'ATR, mais comment est-ce qu'on peut impliquer les aéroports régionaux? Parce qu'on imagine que les grands hubs sont déjà assez sensibilisés, mais à cette échelle-là, comment vous faites? Alors, on n'est pas tout seul, parce qu'ATR, comme je vous le disais, on est une petite entreprise. Ça va passer par des actions de dialogue avec les autorités, d'une part, pour essayer d'influencer les réglementations, les normes, et de travailler avec les aéroports sur lesquels on a déjà des ATR, montrer le gain que ça peut faire en termes de réduction de CO2. Pour vous, Jérôme, de toute façon, il existe ce déséquilibre qui ne va pas se combler entre l'offre et la demande, puisqu'on voit qu'ils sont obligés d'être promoteurs, vecteurs, d'essayer de tirer la filière. Oui, tout à fait. En fait, ce déséquilibre de l'offre et de la demande, c'est très révélateur de ce dont je parlais précédemment sur la nécessité d'avoir une cohérence d'ensemble dans cette grande stratégie de la décarbonation de l'aérien. S'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, on a beau avoir fourni un certain nombre de carburants alternatifs, il reste une demande auquel on ne répond pas et donc qui continue d'émettre des émissions CO2. D'où la nécessité à long terme de pouvoir équilibrer offre et demande pour pouvoir atteindre les objectifs de réduction d'émissions. Arriver à cet équilibre, il y a deux moyens de le faire, soit d'augmenter la demande, soit d'augmenter l'offre, soit de diminuer la demande, soit un peu des deux. Là, pour l'instant, l'enjeu, c'est de lancer la filière production de carburants alternatifs. On voit qu'il y a déjà des enjeux de gisement, de matières premières, et donc dont on va pouvoir parler, mais force est de constater que la plupart des revues de littérature scientifique montrent que ces gisements sont finis et sont en concurrence d'usage avec d'autres secteurs. Et que si on veut atteindre cet équilibre entre offre et demande, il va falloir aussi songer à maîtriser la courbe de croissance de la demande. Et donc c'est pour ça que quand je parle de cohérence d'ensemble, de mesures complémentaires, il y a aussi des mesures pour faire en sorte de maîtriser le niveau de croissance du secteur. On va peut-être revenir sur ce que vous entendez par gisement et peut-être définir de comment on fabrique les SAF. Alors à l'instar des inconnus qui faisaient le distinguo entre les bons et les mauvais chasseurs, est-ce qu'il y a les bons et les mauvais SAF? Oui, donc en fait, il y a des bons carburants alternatifs qui permettent de réduire assez substantiellement les émissions de CO2 et qui ne provoquent pas d'effets indirects environnementaux pénalisants. Et il y a des carburants alternatifs qui, eux, présentent de nombreuses limites. Voilà. Pour donner un exemple, aujourd'hui, à peu près l'entièreté des carburants durables, enfin de SAF qui sont utilisés en Europe sont fabriqués selon la technologie EFA qui utilise de l'huile de cuisson usagée ou des graisses animales. Donc c'est des matières organiques sous forme liquide.
Aujourd'hui, par exemple, 90% de l'huile de cuisson usagée au niveau européen pour produire des biocarburants, elle est importée, notamment d'Asie du Sud-Est avec la Chine, la Malaisie et les Philippines. Et c'est maintenant plus un secret. On a publié un rapport il y a quelques mois qui montre que, par exemple, la Malaisie exporte plus d'huile de cuisson usagée qu'elle n'en collecte et qu'elle n'en importe. Donc, ça, il est possible qu'il y ait un petit souci derrière tout ça. Il est possible qu'il y ait un problème, et donc c'est ce qu'on essaye de documenter, le fait qu'il y ait une telle tension entre l'offre et la demande fait qu'en fait, par effet indirect, ça va conduire à la déforestation, parce que en fait, c'est de l'huile de palme vierge qui est vendue en tant qu'huile de cuisson usagée. Et donc voilà, typiquement, ça c'est ce qu'on ne veut pas faire. Vraiment, le problème de la décarbonation est déjà suffisamment compliqué. On ne veut pas aggraver la situation en utilisant une solution qui va émettre plus de CO2 que si on ne l'avait pas utilisé. Parce que dans SAF, il y a Sustainable. Quand on a échangé, Mathilde, en amont, vous souleviez un point important à l'origine même de cette notion de durabilité. Ils ne doivent pas entrer en compétition avec d'autres secteurs. Vous l'avez un petit peu souligné sur l'agriculture notamment. Dites-nous un petit peu comment on peut s'assurer de ça. Alors nous, chez ATR, notre métier, c'est pas de fabriquer des SAF. On s'en assure parce qu'en Europe, il y a une norme qui permet de définir qu'est-ce qu'un SAF sur la durabilité avec des notions. Alors je ne les connais pas par cœur, il y a plein de critères, dont un, c'est un certain niveau de réduction des émissions de CO2. De mémoire, c'est à minima 65% par rapport au kérosène classique. Et ensuite, c'est d'autres critères pour être sûr que ça ne va pas délocaliser les impacts environnementaux et ou sociaux sur d'autres choses, donc comme la pollution des sols, des eaux, mais aussi la déforestation. Il ne faut pas rentrer en compétition avec l'agriculture. Et il y a même d'autres critères qui sont par rapport aux humains, aux people, au social. Alors, à ce titre, quel type de SAF ou ATR privilégie ? Alors nous, aujourd'hui, dont vous parliez, on a l'EFA. C'est une technologie qui est la plus courante et fournie par les énergéticiens autour de notre base aéroportuaire. Et il faut savoir qu'on peut utiliser dès aujourd'hui un blend kérosène SAF jusqu'à 50%. Quel est le degré de maturité de la filière ? Parce que là, on parle que vous êtes un petit peu en phase d'évangélisation pour essayer de sensibiliser tout le monde. On en est où dans l'adoption, dans la disponibilité, dans le degré d'incorporation ? Pour savoir vraiment de quoi on parle et où est-ce qu'on se situe actuellement ? Peut-être Jérôme. Oui, aujourd'hui, il y a un objectif national en France de 1,5% en 2024. Donc c'est pour l'aviation civile, on en est là. Et au niveau mondial, c'est inférieur à ça, c'est de l'ordre de 0,1%. Donc c'est vraiment les prémices. Et on voit que pour les biocarburants dont on parle, c'est-à-dire de type EFA, on est déjà vraiment au taquet du gisement. Et donc là, il s'agit de faire suivre les autres voies technologiques. Juste peut-être pour revenir sur la durabilité des carburants dont on parle, donc les biocarburants EFA sont considérés comme durables par la réglementation européenne, mais on voit qu'il y a des failles un peu dans cette réglementation. C'est ce dont je vous parlais avec la fraude sur les huiles de cuisson usagées. C'est également le cas pour les graisses animales qui sont autorisées, graisses animales qui sont en compétition d'usage direct avec le secteur de l'alimentation animale, qui se retrouve sans ressources et qui va devoir se fournir en huile de palme vierge. Pour les autres matières premières, il y a d'autres problématiques. Si on parle par exemple des cultures intermédiaires qui sont envisagées comme une nouvelle source de matières premières, ça crée aussi des problèmes de compétition d'usage avec la production de biogaz, avec les enjeux d'irrigation. Oui, intermédiaire, c'est quoi ? C'est quel type de matière ? Oui, pardon. Les cultures intermédiaires, c'est un type de culture qu'on fait pousser entre deux cultures dites primaires qui sont destinées à l'alimentation humaine. Et entre deux, il y a certains types de cultures qu'on peut faire pousser entre les deux. Et voilà, il y a des projections sur le fait de se reposer, par exemple, sur ce type de matières premières pour donner la suite aux biocarburants EFA. Et là, on est en concurrence, par exemple, on dit, tiens, avec un méthaniseur, si on utilise la biomasse. Oui, voilà. Si on regarde, par exemple, les scénarios de transition de l'ADEME ou de Negawatt, même d'AFTER, qui essayent de faire un mix énergétique, un bouclage énergétique pour voir comment on peut utiliser les différents gisements de biomasse pour faire une transition énergétique. On voit qu'en fait, ils ont déjà pris cette partie de la biomasse pour faire de la méthanisation et donc produire du biogaz et décarboner le réseau de gaz. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir faire des arbitrages. Est-ce qu'on préfère décarboner notre réseau de gaz ou produire des biocarburants ? Il y a des enjeux de compétition d'usage très forts.
On va y revenir. Comment on fait, Mathilde, au niveau d'ATR pour augmenter progressivement finalement l'utilisation des SAF vous l'avez dit, vous donnez l'exemple avec vos opérations internes. Il y a des objectifs importants et ambitieux, mais là encore pour faire tache d'huile, si vous me passez l'expression. Alors nous, on parlait tout d'abord de nos opérations internes. Il faut savoir que 90% de nos émissions viennent de l'utilisation du produit que l'on vend à nos clients. Donc l'enjeu pour ATR, pour décarboner, ça va être de décarboner le produit. On a plusieurs pathways pour décarboner. On a l'amélioration des opérations en vol et au sol pour diminuer notre consommation. On va avoir recours à des nouvelles technologies, notamment comme l'hybridation. Et on a les SAF. Les SAF jouent un rôle presque de 50% dans la réduction globale. Et nous, à ATR, on travaille pour atteindre un 100%, que nos avions, notre appareil soit compatible 100% SAF d'ici la fin de la décennie. Ça c'est bien avant 2050 quand même, c'est un objectif atteignable. Oui, c'est un objectif qui est atteignable. Aujourd'hui, on travaille avec les autorités, la STM, alors l'acronyme je ne sais plus par cœur, c'est l'autorité qui va certifier en fait la possibilité aux ATR, mais à l'ensemble des avions, de pouvoir voler 100% SAF. Alors finalement, Jérôme, on a vu avec vous qu'il y avait des SAF plus ou moins recommandés. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à votre échelle, qui est faisable, qui est intéressant, qui est la piste la plus prometteuse, puisqu'on sait que de toute façon, pour l'instant, on a des problèmes de maturité, on a des problèmes d'offres et demande. Vous dites qu'il vaudrait mieux s'orienter vers telle ou telle technologie parce qu'elle permet finalement d'entrer moins en compétition avec d'autres usages et qu'elle peut avoir un effet levier plus important. Alors, je voudrais arriver à ça, mais peut-être d'abord rebondir sur l'intervention précédente. Je pense qui illustre bien un peu la problématique générale de la décarbonation. Je pense effectivement aujourd'hui, quand on parle de décarbonation de l'aérien, il y a le secteur vraiment aéro qui fait ce qui est dans ses cordes, c'est-à-dire améliorer ses aéronefs, les phases d'approche, l'optimisation. Mais il y a toute la partie vraiment énergétique sur lesquelles il n'a pas les mains sur les leviers. Et là, c'est plus la partie énergéticien. Or, pour réussir le grand défi de la décarbonation, il faut que les deux secteurs se conjuguent leurs efforts et se mettent en ordre de marche. Or, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Pour l'instant, les compagnies aériennes, certaines d'entre elles sont assez volontaristes pour essayer d'initier des choses, mais n'ont pas forcément la profondeur financière pour faire les investissements nécessaires. Et il y a un peu une sorte d'attentisme général. Il y a besoin de quoi? D'un engagement de long terme? Ce que vous dites en sous-texte, c'est que les énergéticiens ne jouent pas forcément le jeu. Oui, aujourd'hui, donc peut-être c'est une bonne transition vers la question que vous m'aviez posée, qui est qu'est-ce que nous on recommande? Nous, on pense que parmi les carburants alternatifs, ceux qui représentent le plus de promesses, c'est en référence au titre, ce sont les carburants de synthèse, qui sont fabriqués à partir d'électrolyse de l'eau et de CO2 biogénique ou capté directement dans l'atmosphère. C'est pas la panacée. Et notamment parce qu'il nécessite beaucoup de quantité d'électricité renouvelable. Et donc, il y a les mêmes problématiques de compétition d'usage avec la décarbonation d'autres secteurs. Donc, on ne va pas pouvoir en produire autant qu'on veut à l'infini, mais c'est quand même, on peut le mettre bien davantage à l'échelle que les biocarburants. Et sur ce volet-là, donc c'est une technologie qui est bien plus chère que les biocarburants. On parle de 5 000 jusqu'à 7 000 euros la tonne, là où le kérosène fossile, c'est à 850 euros la tonne aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est vraiment significativement plus cher, avec une maturité technologique pas aussi bonne que pour les biocarburants EFA. Vous le vendez bien en tout cas. Ça prendra du temps, c'est cher. Voilà, mais en même temps, c'est la porte de sortie, c'est le passage nécessaire dans lequel il faut passer pour réussir le défi de la décarbonation de l'aérien. Et donc, comme c'est difficile et cher, pour l'instant, les énergéticiens ne s'y engagent pas du tout. Enfin, en tout cas, sur le sol français, pas du tout. Et donc, c'est des porteurs de projets indépendants qui doivent faire le boulot, quitte au risque de se casser les dents. Donc, ce qui serait nécessaire de faire, c'est d'avoir une stratégie nationale. Donc, il y a déjà une stratégie européenne qui fixe des mandats d'incorporation. Maintenant, l'enjeu, c'est la mise en œuvre. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des stratégies nationales qui proposent une planification des ressources, combien on veut produire, combien on veut apporter. Et ça, c'est un vœu pieux parce que personne ne s'en empare pour l'instant. Vous sentez que ça frémit? Vous sentez que le politique se dit, tiens, c'est important
Pour l'instant, le politique regarde ça de loin en disant le secteur, on n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dedans parce que on considère que c'est un usage qui est réservé à une certaine catégorie de la population, qu'il y a des contraintes budgétaires très fortes et que c'est un secteur qui peut se permettre dans son ensemble de financer cette innovation. Donc voilà, eux, ils ne sont pas allants pour mettre de l'argent dedans. Là, l'enjeu, alors c'est l'inverse qu'ils vont faire, ce que vous sous-entendez. Ils vont mettre en place une taxe pour financer ces nouveaux... Ça pourrait être une solution d'avoir une intervention de l'État pour flécher l'investissement qui aujourd'hui n'est pas fait. Parce que tout le monde se regarde en champ de faïence en disant « Ah, on a besoin d'investissement, mais ce n'est pas nous qui allons le faire ». Ça peut être une option de dire « On va avoir une intervention de l'État pour flécher les investissements vers cette technologie qui est nécessaire ». Mathilde Raymond, qu'est-ce qui bloque, selon ATR, pour une adoption plus massive ? Alors moi, je rejoins ce que vous dites. On a besoin pour développer le SAF qu'on travaille tous ensemble, les constructeurs, les énergéticiens, les aéroports, l'approvisionnement, mais aussi tous ces pouvoirs publics pour pouvoir vraiment donner le coup de pouce, mais un énorme coup de pouce à la filière pour investir massivement dans la R&D, dans la disponibilité, également aller inciter les usagers, les compagnies aériennes, peut-être par des réglementations, par des taxes, par des nouvelles lois. Et c'est un peu comme un cercle vertueux. Nous, en tant que constructeurs, on essaye de mettre la machine, l'avion à disposition pour être 100%, pour dire aux énergéticiens, allez-y, nous, on est prêts, on va pouvoir y aller. Et on travaille, on essaye d'influencer tous ces pouvoirs publics, les gouvernements, pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Voilà, pour nous permettre de décarboner. Et vous sentez que vous êtes écouté, vous sentez que ça bouge? Parce que c'est souvent les constructeurs qui donnent l'exemple ou qui sont soumis à certaines contraintes. Alors nous, à notre échelle, je ne sais pas si je peux répondre à ça, on a des initiatives locales. En 2022, on était le premier constructeur à faire un vol commercial en partenariat avec une compagnie aérienne, Bratains, et un énergéticien pour 100% de SAF dans les deux moteurs. Voilà, c'est un peu le genre d'exemple que l'on fait. Et on sait que ça marche technologiquement. Et voilà, c'était pour montrer que... Le blocage, il n'est pas là. Alors, c'est quoi le futur, Jérôme? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le futur, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est donc le fait de conjuguer les efforts, le fait de ne pas se fermer de porte. On pourra réussir la décarbonation de l'aérien si on investit suffisamment pour développer cette filière carburant de synthèse, parce qu'on ne pourra pas tout importer, et surtout l'importation, il n'y en aura déjà pas à court terme, et il est peu probable qu'il y en ait si on n'a pas déjà dérisqué les premiers projets sur le territoire européen. Donc la première chose à faire, c'est de faire naître cette filière carburant de synthèse. Et pour ça, le fait d'avoir une stratégie nationale, parce que les enjeux pour le maritime, par exemple, sont très similaires. Et si on avance en groupe avec le maritime pour voir comment on se répartit, par exemple, les coproduits donc de la production de l'aérien pour le maritime, c'est une manière intelligente de valoriser. Donc, il y a des passerelles qui peuvent être intéressantes. Ouais, est-ce qu'elles sont explorées? On est à quel niveau là On est au balbutiement, on est dans des pistes, des guidelines. Les porteurs de projets qui développent les projets de production de carburant de synthèse s'intéressent aux deux marchés, explorent la capacité des off-takers, des personnes qui achètent les carburants, à faire des contrats sur le long terme pour les deux marchés, maritime et aérien. Et eux ont bien vu la polyvalence de leur production, et notamment la technologie méthanol to jet, qui peut aller en méthanol vers le maritime et en méthanol to jet vers l'aérien. Donc ça, il y a une bonne intelligence de ça au niveau des porteurs de projets, mais ce qui manque, c'est un chef d'orchestre. C'est une personne qui tient la plume et qui dit « Très bien, pour l'instant, tout le monde se regarde, mais maintenant, voilà comment on va y aller et comment on donne les bons coups de pouce pour les premiers projets, et ensuite, la suite va arriver. » Nous, ce qu'on redoute vraiment, c'est qu'il y a un peu un arrêt devant l'obstacle, un contournement d'obstacles de cette stratégie de ReFuelEU, donc la réglementation européenne qui propose d'incorporer des carburants alternatifs jusqu'à 2050, et que du coup on se dise « Ah non, en 2030, il n'y a pas de projet qui existe, donc on renonce, c'est trop compliqué ». Ça serait vraiment un scénario catastrophe, et pour éviter ça, il faut vraiment faire naître des premiers projets. Mais ce n'est pas tout, donc il y a la partie technologique, et ce dont on a parlé précédemment, le fait d'améliorer l'efficacité.
Mais il y a aussi la maîtrise du trafic pour modérer le niveau de demande et faire en sorte que cette production de carburants alternatifs finalement ne revienne pas à seulement un petit pourcentage, mais à un pourcentage suffisant pour bien décarboner. Oui, là aussi, il y a beaucoup de sous-textes. C'est-à-dire que si le trafic augmente, ça va se noyer dans la proportion restera la même ou elle va devenir plus faible. Et donc, d'accord. Oui, voilà. En gros, il ne faut pas que la courbe du trafic aille plus vite que la courbe de production des carburants alternatifs. Je ne sais pas si c'est le schéma qui est suivi actuellement. Merci beaucoup à tous les deux. On vous applaudit chaleureusement. Merci.